cette conférence a pour objectif chaque année de faire un point sur les créations d'écoles, les tendances et puis livrer un peu de réflexion stratégique, même si c'est peut-être un grand mot, sur ce qui est en train de se jouer, sachant que la liberté scolaire et les écoles indépendantes sont un secteur qui est très mouvant et où les décisions politiques ont un impact majeur. Et donc d'une année sur l'autre, le paysage bouge et les conditions de développement se changent pas mal. Donc ça reste assez intéressant d'avoir un rendez-vous annuel. Ce que nous appelons école indépendante, l'État l'appelle école privée hors contrat. Nous n'avons pas ce vocabulaire, qui est un vocabulaire qui exclut independent schools, c'est-à-dire des écoles indépendantes. Non pas qu'on ait une quelconque guerre à mener à l'État, hein, c'est pas le sujet, mais c'est juste qu'on n'a pas à se déterminer par rapport à lui, on essaie simplement de faire ce qu'on estime devoir faire le mieux possible. Alors au niveau de la terminologie, il faut quand même s'y retrouver. On appelle établissement scolaire ou niveau, ce qui va correspondre par exemple à maternelle, ou bien élémentaire, ou bien collège, ou bien lycée. D'accord ? Et si tout ça forme un ensemble, on va l'appeler groupe scolaire. Donc, cette année, le chiffre clé, c'est qu'il y a 172 ouvertures, donc 172 niveaux, 172 établissements, mais il y a un changement dans notre manière de comptabiliser par rapport à d'habitude, c'est que nous considérons qu'il faut compter à part les maternelles depuis que l'État a rendu obligatoire la scolarisation dès l'âge de 3 ans. Ça change la perspective, ça change la manière de recenser. Donc si on recensait comme l'année dernière, on aurait 121 ouvertures, et si on recense de notre nouvelle manière, ça fait 172. Et vous verrez, il y a une explosion des créations de maternelles, évidemment, puisqu'il y a une obligation scolarisée, et il n'y a pas de place. Donc il y a des écoles qui se créent. Il faut savoir cette année que l'État, à travers la DEP, qui établit les statistiques de l'éducation nationale, s'est mis en situation de ne pas avoir ces chiffres prêts pour la rentrée. Alors, en général, il y a énormément d'erreurs, mais là, cette fois-ci, ils ne sont carrément pas communicables. Et donc, on a dû se passer du croisement de leurs statistiques avec les nôtres. Et donc, la manière dont on est au courant des informations vient du fait qu'on conseille énormément d'écoles, qu'on les forme, et qu'on a une veille média très active qui se passe notamment sur le site internet educfrance.org, où il y a, et relayé par les différents réseaux sociaux, où vous avez à peu près tous les jours, à part vacances scolaires, l'actualité éducative, qui là encore est sous un spectre de l'innovation, de la transmission, et pas tellement un spectre centré sur les réalités de l'éducation nationale, qui n'est pas le seul sujet à traiter en matière d'éducation. Donc, à travers tous ces moyens, nous avons des informations. Et il faut savoir qu'il y a toujours à peu près 10 à 15% de projets que nous ratons au moins jusqu'à fin octobre, parce que la manière d'ouvrir l'école fait qu'il y a énormément d'incertitudes jusqu'au dernier moment. Pourquoi ? Parce que vous avez un délai de 3 mois, et l'État, en fait, a jusqu'au dernier jour de ce délai pour dire « je ne suis pas d'accord ». Et en général, l'État ne se prive pas d'utiliser cette possibilité de dire « je ne suis pas d'accord » le dernier jour. Ce qui fait que vous ne savez pas si votre école va pouvoir ouvrir, et donc ça crée une sorte d'incertitude qui dure à peu près 2 mois. Voilà, donc il peut y avoir 10 à 15% d'erreurs. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième raison qui fait qu'il peut y avoir un certain nombre d'incertitudes, c'est que cette année, en raison de l'interdiction de l'instruction en famille, il y a eu un grand nombre d'écoles qui ont été créées par des gens qui faisaient l'école à la maison ou qui pensaient devoir le faire. Et donc ces écoles sont microscopiques et surtout ne sont pas du tout dans une logique de faire une publicité extérieure. Ce sont quelques familles qui, par la force des choses, se sont réunies pour ouvrir. Donc vous avez très peu de traces accessibles et si les rectorats ne vous le disent pas, ils n'ont pas raison de nous le dire, vous ne pouvez pas savoir. Donc il faut considérer qu'il y a probablement un nombre important de toutes petites écoles qui ont ouvert et dont nous n'avons pas la trace. Alors, cette année, je rajouterai un petit élément sur le contexte international. C'est très important de voir qu'il y a un essor des écoles indépendantes et de l'instruction en famille au niveau mondial. Et cet essor, il n'a pas été arrêté par la crise du Covid. Il y a eu des investissements, des ouvertures d'écoles très importantes malgré la crise du Covid. Et notamment ce qui est vraiment la locomotive de cet essor, ce sont les ouvertures d'écoles internationales ou au moins bilingues. Et ça ouvre massivement dans le monde entier. Il y a là une spécialiste des ouvertures d'écoles et des concentrations d'écoles qui pourra vous donner plus d'informations si vous voulez, mais c'est une tendance de fond qui est très très forte.
Et c'est intéressant de voir que les pays où c'est plus massif, ce sont bien sûr les pays asiatiques, même les pays dans lesquels le niveau de l'école publique est excellent, sont aussi des pays où il y a une explosion totale du nombre d'écoles privées. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport au homeschooling, donc l'école à la maison, les États-Unis sont devenus vraiment de très loin le premier pays qui recourt à l'école à la maison. Ils ont développé notamment des outils en ligne qui sont extrêmement performants, ce qui fait que c'est de moins en plus difficile de se lancer dans l'aventure. Et vous avez une augmentation très forte du recours à ça, puisque en 2021, il y avait 10% d'enfants scolarisés à domicile, ce qui est quand même colossal. Gros changement aussi en Grande-Bretagne, avec une explosion littéralement du nombre d'enfants scolarisés à domicile, en 3 ans, plus 130%. On a plus de 100 000 enfants scolarisés à domicile en Grande-Bretagne. Et puis cette pratique est devenue aussi très répandue dans plein de pays où ce n'était pas du tout le cas, comme l'Indonésie, l'Afrique du Sud, la Chine, le Japon, le Canada, le Brésil, l'Australie. Donc en fait on voit une manière, surtout dans le milieu anglo-saxon, avec des supports britanniques ou américains ou australiens, on voit quand même une explosion du recours à l'instruction en domicile. Et il y a des pays dans lesquels ça ne se développe pas tant que ça, mais c'est souvent en raison d'une incertitude juridique, comme en Afrique, où il y a beaucoup d'endroits où ça reste litigieux. Et donc les gens n'osent pas franchir le pas. Mais s'il y avait une sécurisation juridique du dispositif, il y aurait une explosion rapide. S'agissant des écoles indépendantes, donc on a un développement très important des écoles, en particulier internationales, et je voulais juste donner un chiffre que je trouve très impressionnant, parce qu'en plus c'est dans le contexte du Brexit. Vous avez 59 000 enfants étrangers qui sont scolarisés en Grande-Bretagne. 59 000. Et vous avez 69 écoles britanniques qui scolarisent 46 000 élèves à l'étranger, dont la moitié en Chine, suivi derrière du Moyen-Orient et de la Thaïlande. C'est-à-dire qu'en fait, la Grande-Bretagne devient une machine en fait, à créer des écoles indépendantes à l'étranger. Et c'est intéressant, bon là c'est la diplomate qui parle, de voir le parallèle entre le repli complet du système français, des lycées français à l'étranger, qui se développe très très petitement, alors qu'à côté, en misant sur les écoles indépendantes et le réseau d'études certifiées, eh bien, la Grande-Bretagne en fait assure un essor et un rayonnement et ensuite attire vers ses universités dans le monde entier. Donc là, il est en train de se passer quelque chose sur lequel on n'assiste certainement pas assez. Alors, on arrive au point qui m'intéresse le plus, qui est le contexte politique français. J'ai intitulé le passage « La France, le pays dont l'État dit non ». Ça a le mérite de la clarté. On a une motivation classique sur laquelle je ne reviendrai pas, de créer des écoles indépendantes qui n'ont pas changé. Ces motivations sont avant tout la dégradation de l'école publique, là, il faut quand même appeler un chat un chat, mais aussi le fait que les gens voyagent, ils voient l'éducation à l'étranger, et ça les intéresse. Par ailleurs, ils ont vu de plus près pendant le confinement la réalité de ce qui était enseigné dans leur établissement, ils se rendent compte qu'on peut encore le faire différemment, etc., etc. Et puis il y a une prise en compte aussi, un désir d'ouverture, de préparation au monde de demain qui passe quand même par le bilinguisme. De plus en plus de gens disent « je veux que mon enfant soit bilingue en anglais, je ne veux pas qu'il sache dire 1, 2, 3, 4, ça ne va pas suffire ». Donc tout ça, ça joue beaucoup. Et puis il y a aussi toute une réalité qui est complètement en harmonie avec l'évolution de la société, qui est qu'en réalité les gens veulent du localisme, ils veulent pouvoir s'impliquer familialement dans l'école, ils veulent aussi une attention à l'écologie, une formation à la responsabilité à taille humaine et dès le plus jeune âge, et tout ça, au-delà des discours, ils ne le trouvent pas vraiment dans les organisations habituelles. Alors face à ce mouvement de fond, qui n'est pas très nouveau cette année, mais qui est alimenté quand même par un certain nombre de réalités comme l'interdiction de l'instruction aux familles et l'obligation de l'école à 3 ans, on a un État qui se rigidifie et qui se crispe de plus en plus par rapport à l'essor de la liberté scolaire. Et on a un gouvernement qui est ouvertement hostile à l'essor de cette liberté scolaire, avec l'idée que, oui, manifestement, l'école de la République n'est plus à la hauteur. C'est pas moi qui le dis, c'est le président Macron qui l'a dit devant les recteurs en Sorbonne, excusez du peu. Mais alors, on dit d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas si l'école de la République n'est plus à la hauteur? Qu'est-ce qu'on fait? On la réforme? Pas trop, apparemment. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être tout à fait spectaculaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va recruter plus de contractuels, on va
titulariser les contractuels, enfin on voit bien que ça ne va pas suffire. Eh ben, en tout cas, je ne sais pas ce qu'on va faire pour l'école publique, mais ce qui est certain, c'est qu'on va mettre encore plus de bâtons dans les roues dans les alternatives que sont l'instruction en famille et les écoles indépendantes. Et ça, ce discours qui était un peu caché, ben, il devient vraiment ouvert. Et il est devenu ouvert à l'occasion de la loi sur le séparatisme, où, par un tour de passe-passe, le gouvernement est arrivé à mettre un signe égal entre les dangers fondamentalistes, fanatiques, islamistes et la liberté scolaire, alors que les écoles indépendantes sont très minoritairement religieuses. Et les écoles musulmanes là-dedans sont epsilonesques. Donc on est arrivé dans l'opinion publique à mettre un signe égal entre création d'écoles, essor d'écoles, liberté indépendante et refus de la République. Et une fois que vous avez posé ce signe égal, évidemment, c'est assez simple ensuite de dire il faut les restreindre, il faut les encadrer, il faut les inspecter, il faut les normaliser. Et ce discours extrêmement clair à l'égard du désir de restreindre les alternatives, il est nouveau. Il est nouveau dans le caractère désinhibé du propos. Quand je dis que tout est fait pour freiner les créations d'écoles, je reviendrai dans la partie finale sur la question des défis, mais en tout cas, il y a la loi d'août 2021 dite loi séparatisme, qui a créé beaucoup de complications, et il y a la pratique qu'on donne de cette loi, et notamment le recours massif aux procédures d'opposition, que ce soit dans le cadre du recours à l'instruction en famille, où en fait les oppositions sont massives et problématiques, c'est-à-dire que les gens ont apparemment tout ce qu'il faut pour avoir le droit d'instruire en famille, et le rectorat leur dit non. Et par ailleurs, on a quand même une pratique assez libérale de l'opposition aux créations d'écoles, au-delà de cas qui semblent tomber sous le sens. Donc, il y a un désir pratique à travers la loi, mais aussi dans la mise en œuvre de la loi, de freiner l'essor de ces écoles indépendantes, dans certains cas à juste titre, parce qu'il y en a qui posent problème, comme toute chose qui arrive sur cette terre, hein, mais dans d'autres cas de manière vraiment idéologique. Alors, si on fait un petit bilan de la loi anti-séparatisme, pour mémoire, cette loi, vous savez qu'elle a accru considérablement les sanctions pénales sur les directeurs. Et on a envie de dire, oui, c'est très bien, mais en fait, de toute manière, déjà, il y avait déjà des sanctions qui existaient, mais alors maintenant, on a l'impression que c'est un terroriste international. C'est-à-dire qu'il y a une peine privative de liberté, il y a bien sûr la fermeture de l'école, il y a une peine pécuniaire, et puis il y a interdiction de diriger, interdiction d'enseigner, qui peut être à vie. Donc, dans des conditions pareilles, aller recruter un directeur. Quel professeur, quel directeur est prêt à encourir un risque pareil? Le tout dans un contexte où c'est un régime de fermeture administrative, ça veut dire que le préfet décide, votre école est fermée, et ensuite vous pouvez toujours faire un procès devant la jurisprudence administrative qui va prendre des années pour expliquer qu'en réalité vous auriez raison d'être ouvert, sauf qu'entre-temps vous n'avez plus d'élèves. Ils sont partis. Donc en fait le régime est un régime qui est vraiment pas du tout favorable aux libertés associatives, aux libertés d'initiative. Donc cette lourdeur des sanctions a un effet hautement dissuasif, ça rend très compliqué de diriger. Et puis il y a aussi une autre réalité qui est problématique, et à l'époque je m'étais beaucoup battue contre cette disposition dans la loi Gatel, donc loi Gatel qui était pilotée directement par Jean-Michel Blanquer, elle s'appelle Gatel du nom d'une sénatrice, mais enfin derrière c'était l'équipe directement du cabinet qui pilotait. Il y a une disposition qui est vraiment triste et bête, malheureusement pas très étonnante, c'est que pour fonder un établissement, il faut avoir 5 ans d'expérience dans un établissement d'enseignement, en tant que directeur, que professeur ou que surveillant. Alors on se dit, bon, c'est pas aberrant, quand vous créez une école, il faut quand même avoir une expérience. Oui, mais quand vous regardez le mouvement mondial des créations d'écoles, vous avez des gens qui se sont toujours intéressés à l'éducation, mais sous un prisme différent. Par exemple, il y a des gens qui étaient orthophonistes, il y a des gens qui étaient éditeurs scolaires, il y a des gens qui avaient créé des entreprises dans le domaine de la jeunesse, il y avait des gens qui eux-mêmes avaient un parcours d'exception, qui avaient été des gens atypiques, qui avaient eu des accomplissements professionnels, artistiques, humains extraordinaires. Et ces gens-là sont les fondateurs. Mais en France, ces gens-là ne peuvent pas fonder. Donc en fait, la loi
valorise une sorte d'endogamie. Pour pouvoir fonder, il faut déjà avoir été normalisé par le système classique d'enseignement, etc. Donc, ça, c'est quand même dommage parce qu'il y a une dimension, il y a un mot qui est phare, et je sais qu'Aurore Vierson, qui parlera ensuite, en parlera beaucoup, c'est que l'éducation est un domaine qui a besoin d'innovation. On parle d'innovation dans tous les secteurs, mais quand on pense à l'éducation, on pense à la tech. On dit, ah oui, effectivement, il y a les edtech, très importants, le tableau connecté, tout ça. Mais on ne parle pas du reste de l'innovation, mais il y a besoin d'une innovation massive. Et cette innovation, en réalité, on ne peut pas l'apporter parce qu'on ne peut recourir qu'à des gens qui n'ont pas pu avoir d'expérience autre pour pouvoir apporter une autre vision dans le système éducatif. Et donc, on a une espèce de manière comment dire, d'assécher et d'appauvrir le vivier dans lequel va se créer des écoles. Donc l'autre innovation de la loi de 2021, ça a été donc de passer à la fermeture administrative des écoles, c'est-à-dire que en 2 temps 3 mouvements, vous fermez une école. Je vous donne un exemple non nominatif parce qu'il y a un recours pendant devant le Conseil d'État et je ne peux pas en parler, mais une école demande à s'ouvrir, tout le monde connaît les protagonistes, tout le monde connaît les protagonistes qui sont impliqués localement, c'est une petite école rurale, bon, pas de problème particulier. Et ils prennent le dernier jour une opposition, ordre public, mais pas du tout développée. Alors, je ne sais pas qui, parmi vous, a fait du droit, mais quand vous faites une opposition pour ordre public, il faut quand même dire en quoi ça apporte un trouble à l'ordre public. Donc là, même pas, c'est opposition ordre public. Bon, alors vous allez devant, vous faites un référé liberté, vous allez devant le juge administratif, et le juge administratif a dit, il n'y a pas d'urgence. Mais vous ouvrez dans 2 jours. Vous avez recruté tous vos professeurs et vos élèves sont là. Il n'y a pas d'urgence. Ça veut dire que ce procès, s'il n'est pas contesté au niveau de l'appel, au Conseil d'État, il va faire en sorte que dans 3 ans, on aura une réponse. Donc là, vous avez une logique. Vous avez le préfet tout seul qui dit hors public, l'école qui ne peut pas ouvrir, le tribunal administratif qui dit il n'y a pas d'urgence, et vous savez qu'il y a un document délibéré qui est remis par l'Éducation nationale, et qu'a dit l'Éducation nationale dans son document libéré? Eh bien, l'association qui a créé l'école n'a pas intérêt à agir, donc elle n'a pas le droit de faire ce recours. Donc on est dans une situation qui ne peut pas s'appeler autrement que du déni complet de droit. On a un État qui se sert du droit pour dire je ne veux plus ces écoles, et donc je les ferme comme je veux, et vous pouvez toujours attaquer, mais de toute manière ça sera dans 3 ans. Et donc vous serez mort, et les gens seront passés à autre chose. Donc ça, c'est quand même malheureux pour un État de droit, malheureux pour notre démocratie d'en arriver là. C'est un manque de courage. Il faudrait mieux dire, écoutez, on veut nationalement que tout le monde soit à l'école publique, c'est un choix politique, et l'assumer, plutôt que prétendre respecter une liberté constitutionnelle et en réalité la traquer d'une manière assez contrôlée. Ensuite, dernier point, il y a une obligation aussi qui a été mise en place de communiquer des documents retraçant dans le moindre détail et sur 5 ans les origines de tous les fonds des établissements. On se dit après tout, oui, c'est fait pour que les établissements islamistes montrent bien qui les financent, etc. Bon, déjà, encore une fois, les établissements islamistes, il y en a combien? Ensuite, les plus gros établissements islamistes, ils sont sous contrat, d'accord? Ils sont Al-Kindi, Averroès. Donc il faut arrêter d'aller chercher dans le hors-contrat ce qu'en réalité on finance dans le sous-contrat, puisque Al-Kindi et Averroès sont des établissements directement reliés aux frères musulmans. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, commençons par les gros établissements qui sont sous contrat. Donc la réalité, c'est que les établissements vont devoir donner la liste de leurs donateurs et de leurs investisseurs nominative, non pas au fisc, qui a quand même des habitudes de respect des confidentialités des données, mais au préfet, au recteur, enfin à tous ceux qui regarderont le dossier. Donc là encore, bon, les gens ont droit à la vie privée, et ça ne va pas faciliter le financement de ces écoles. Ensuite, l'argument numéro 1, bien sûr, c'est de lutter contre l'islamisme et le sectarisme. Et là encore, il y a énormément de mauvaise foi dans tout ça, parce que les moyens à disposition des préfets existent depuis belle lurette. En réalité, ce qui manquait, c'était le courage. Et je me souviens, il y a quelques années, être allée dans une réunion internationale de responsables d'écoles indépendantes ou privées, parce que vous savez que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de différence entre les deux. Et dans une fin de soirée arrosée, comme ce type de réunion en a le secret, surtout que c'était à l'étranger, à Vienne, c'était très sympathique et tout ça, on a commencé à parler de la question du contrôle des écoles musulmanes.
Et tout le monde est tombé d'accord sur le fait que de toute manière, personne ne venait contrôler ces écoles. Personne. Et pourquoi? C'était il y a quelques années déjà. Pourquoi? Parce qu'aucun gouvernement ne voulait en tirer les conséquences. Le meilleur moyen de ne pas avoir à traiter une question, c'est de ne pas être au courant. Alors avec les attentats, les choses ont changé, mais ce qui manque ou qui ne manque pas, c'est la question de la volonté politique, c'est pas l'arsenal juridique. Donc là, on a un arsenal juridique qui tue les écoles qui n'ont rien à voir avec cette problématique, mais qui ne change rien à la donne des écoles qui pourraient être confrontées à cette problématique. Donc on est face à une espèce d'hypocrisie majuscule qui est quand même assez pénible. Alors les chiffres. Donc 172 ouvertures pour l'année scolaire 2022-2023. En plus des 1700 écoles indépendantes, 1700-1800 écoles indépendantes. Alors, bon, selon qu'on compte les calculs de l'éducation nationale ou les nôtres, on a 100 écoles de différence. Bon, enfin, ça ne fait pas une grosse différence. Et en fait, vous avez 79% des créations qui sont quelque chose de tout à fait nouveau. Et le reste qui correspond à simplement un agrandissement d'un établissement existant. Et si on raisonne en groupe scolaire, donc un ensemble, par exemple élémentaire, collège, etc., on a 97 créations. Pour un pays comme la France, avec l'étatisme, le Covid, les lois anti-liberté, etc., ça reste significatif. Et si on regarde un petit peu à l'échelle de ces 10 dernières années, en réalité, on a une croissance exponentielle jusqu'à 2018. 2018, on a la loi Gatel qui met des bâtons dans tous les sens. Et ensuite, on a le Covid, etc. Et à partir de 2018, on a plutôt un plateau et on reste en gros à 120 créations par an. Si on met en même temps les maternelles, hein, sans passer à nos nouveaux décomptes. Donc on a croissance exponentielle jusqu'à 2018, puis ensuite stabilisation à un niveau haut, parce que 120 créations par an, vu la complexité, vu l'absence de financement, ça reste quand même une belle preuve d'énergie de la société française. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues sur les écoles indépendantes. La plupart des gens pensent qu'elles sont religieuses. Elles ne le sont pas du tout, hein, vraiment très très peu. Et on le verra dans les statistiques. Et la deuxième chose, c'est que les gens pensent que ce sont des écoles primaires. Et en fait, ce sont de moins en moins des écoles primaires, mais là il y a eu un double choc qui va encore changer la donne. Le double choc, c'est que l'école maternelle est obligatoire, donc forcément il y a des créations d'écoles maternelles. Et par ailleurs, il y a un choc sur le bac qui fait que les lycées sont fortement déstabilisés. On en parlera après. Et donc les lycées sont en danger, et par voie de conséquence, on peut imaginer que peut-être les collèges le seront aussi, mais ça reste à voir, parce que honnêtement, les collèges indépendants, c'est certainement la chose la plus utile et la plus bienvenue de tout le dispositif. On arrive quand même aujourd'hui à des réalités qui ne sont pas ridicules. Hein. On a quand même plus de 1000 écoles primaires indépendantes en stock aujourd'hui, ouvertes. C'est pas ridicule, même si certaines sont petites, ça correspond quand même à une véritable vitalité. Et ce sont là les statistiques de l'éducation nationale, le fameux RERS 2022. Vous voyez qu'en fait, vous avez 2,2% de l'ensemble des établissements qui sont hors contrat dans le primaire et 6,4% qui sont hors contrat dans le secondaire. Si on regarde la répartition par niveau, on a une réalité qui est un peu spéciale cette année. On n'a qu'une explosion des maternelles à cause de la loi. On a les élémentaires qui sont toujours, j'ai envie de dire, assez stables, le collège assez stable, mais les lycées qui régressent un petit peu et qui régresseront certainement plus encore. Et on parlera après des spécificités des lycées qui vont changer de profil avec le nouveau contexte du bac, s'il demeure, ce qui reste à voir encore. Alors, par pédagogie. Là, le fait saillant le plus impressionnant, c'est qu'en fait, on est vraiment une génération d'hybridage. Les créateurs d'écoles actuelles ne veulent pas du Freinet ou Montessori. En fait, ils hybrident empiriquement différentes approches. Il y a toujours un fond de Montessori, au moins pour le primaire. Ça, c'est vraiment imposé de manière assez forte. Il y a de plus en plus de composantes bilingues quand les gens ont les moyens. Et cette hybridation est la marque de fabrique un peu du temps. J'ai envie de dire, pas toujours de manière très heureuse, malheureusement, parce que pour ceux qui sont des fins connaisseurs des pédagogies, il y a quand même des pédagogies qui
qui nécessite une cohérence d'ensemble et qui s'hybride pas toujours de manière très heureuse quand on commence à mélanger des choses qui relèvent d'une philosophie sous-jacente différente. Donc attention aux hybridations, c'est pas toujours très heureux. Il y a des écoles qui sont en décroissance, l'école démocratique, il y en a moins, les écoles Steiner, il y en a moins. Ce sont deux types d'écoles qui sont clairement dans les radars de l'éducation nationale et je pense que ça exprime les raisons. Et ensuite, par rapport aux écoles dites classiques, donc pédagogie structurée, progressive, transmissive, explicite, selon le vocabulaire, il y a une bonne résistance de ces pédagogies, quand même, et d'autant plus que... cette résistance, elle peut être expliquée par le fait qu'on ne trouve plus la pédagogie classique dans l'éducation nationale. On ne trouve plus la pédagogie à la Jules Ferry dans l'éducation nationale. En réalité, si on veut une pédagogie classique à la Jules Ferry, avec la mémoire, la citation, la chronologie en histoire, le calcul mental, une approche assez collective, avec l'uniforme, en gros, si on veut une approche de ce type-là, en réalité, sauf quelques petites écoles à droite à gauche qui résistent pour une raison X ou Y, sinon vous ne trouvez plus à l'école publique et même d'ailleurs à l'école sous contrat. Donc ça justifie un certain nombre de projets qui sont des projets d'école de Jules Ferry qui se créent du coup dans un cadre hors contrat. Vous savez d'ailleurs que la première école à la Jules Ferry, entre guillemets, est une école qui a fait récemment un peu grincer les dents, c'est l'école alsacienne. En fait, le modèle public a été inventé à l'école alsacienne, développé à l'école alsacienne, et toute la haute société républicaine protestante de la Troisième République opportuniste, il y avait ses enfants. Donc c'était là le creuset. Et il n'y avait pas une seule inauguration de l'école alsacienne sans qu'il y ait les trois quarts du gouvernement qui y soient. Alors aujourd'hui, ils mettent leurs enfants, mais ils ne viennent plus aux inaugurations parce que ça fait désordre. Voilà. Mais enfin, on a un ministre maintenant qui a mis ses enfants à l'école alsacienne. Mais rassurez-vous, c'est pas du tout pour idéologie, c'est pour qu'ils aient droit à un cadre serein d'études. Donc, n'ayez pas peur, tout va bien. C'est ce qu'il a dit, Papendiaï. Voilà. Parce que les autres, ils n'ont pas droit à un cadre serein d'études. Mais eux, ils en ont besoin. Et le Luxembourg à côté. C'est ça. Non, mais c'est certainement que quand on est très connu, forcément, les enfants sont... C'est vrai, il faut reconnaître que quand vous êtes un VIP, c'est pas simple pour les enfants. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas nier. Mais enfin, quand même. Voilà. Donc, à chaque fois, vous avez les statistiques de l'année d'avant à côté, n'est-ce pas ? Donc, vous pouvez toujours vous reporter et comparer aux statistiques de l'année d'avant. Ce qui est intéressant, c'est que les écoles indépendantes sont vraiment complètement en harmonie avec les évolutions de la société. Alors, certains peuvent le déplorer, mais c'est un bon baromètre des évolutions de la société et ça prouve qu'elles ne sont pas une espèce de repli offshore, coupé de tout, etc. En réalité, c'est ce que vous voyez dans les magazines, vous le voyez là. Alors notamment, vous avez, c'est en page 20, une affirmation de l'importance du bilinguisme qui se voit, avec 18 écoles sur 172 qui quand même sont bilingues, ce qui n'est pas évident à mettre en place en France. Vous avez une affirmation très forte de l'ancrage à la nature, avec 43 écoles qui se créent avec un fort ancrage à la nature. On a même des forest schools, des écoles des bois, avec des gens qui passent beaucoup de temps dehors et qui tirent vraiment parti pédagogiquement de la nature. Et vous avez aussi 38 écoles qui se créent pour des publics spécifiques. Alors attention, c'est une catégorie un peu fourre-tout. Ça va du sport-études à l'enfant autiste. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des écoles qui se créent d'abord pour répondre à un profil spécifique d'enfant. Elles ne s'adressent pas au groupe classe, elles ne s'adressent pas à un élève moyen, elles partent d'un besoin particulier et elles essaient de créer une proposition pédagogique pour répondre à ce besoin. Donc ça, c'est des demandes fortes parce qu'on voit bien que dans la société, il y a un désir d'ouverture internationale qui correspond aussi à une perte de confiance en la France. Il y a un désir d'avoir une vie plus proche de la nature, avec des circuits courts, arrêter de rompre avec la malbouffe, rompre avec une espèce de stakhanovisme, d'institutionnalisation précoce, de normativisation précoce des existences. Et on voit aussi une attention à l'individu, à la personnalisation, avec cette idée qu'il faut que l'école s'adapte aux enfants et pas forcément que les enfants rentrent dans un moule unique. Et ça, ce sont des idées, j'ai envie de dire, qui s'imposent très largement dans la société et qui travaillent la réalité des écoles indépendantes. Les confessions, bon, on peut aller très très vite, 79% d'écoles à confessionnelles, c'est tout vu, 17% d'écoles catholiques. Alors, j'ai envie de dire, on devrait leur décerner vraiment
un prix à ces écoles catholiques parce que, vous savez, les évêchés, les directions diocésaines sont tellement hostiles à la création d'écoles catholiques qu'il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment le vouloir. Donc, si des catholiques veulent créer une école, la chose la plus simple pour eux, c'est de ne pas dire que c'est une école catholique. À partir du moment où ils disent qu'ils créent une école catholique, il y aura non seulement l'État contre eux, mais aussi l'évêque, les curés, les écoles catholiques sous contrat avoisinantes, enfin ça va être la curée. Donc, malgré tout, il y en a 17%, c'est donc que fondamentalement, il y en aurait bien 40 si le contexte était un peu différent. Les protestants, c'est à peu près stable, 2%. Les musulmans, 2%. Là aussi, vous êtes musulman, vous voulez ouvrir une école, good luck. C'est très très compliqué pour des bonnes ou mauvaises raisons. En tout cas, ça devient vraiment quasiment mission impossible aujourd'hui. Ensuite, fait très saillant, il y a 87% des écoles qui sont ouvertes en milieu rural. Et au sein de ces 87% des écoles ouvertes en milieu rural, il y a 67% des écoles qui ont ouvert dans des bourgades de moins de 2000 habitants. Et ça, vous voyez directement la marque de deux réalités profondes. D'une part, l'IEF, l'instruction en famille qui est devenue interdite, donc les gens, hop, on crée une école à 2-3 familles. Vous savez que, juridiquement parlant, une école est une école dès lors qu'il y a 2 enfants issus de 2 familles différentes. Donc, si vous avez 15 enfants, vous-même, vous n'avez pas d'école, mais si vous avez 2 enfants issus de 2 familles différentes, alors vous avez une école. Alors, question, quid des familles recomposées avec père in vitro, etc. Là, je ne sais pas. Il faudrait poser la question pour voir ce que dit le rectorat. Mais donc vous vous retrouvez à devoir déclarer une école avec les normes ERP, les inspections et tout ce que vous voulez. D'ailleurs, vous avez 2 enfants. Donc, lorsque Jean-Michel Blanquer a dit « mais il n'y a plus de pain, qui mange des brioches », je traduis « l'instruction en famille est interdite, mais qui crée une école », il fallait vraiment être particulièrement bonnet pour croire à un propos pareil. Parce que créer une école, ce n'est pas une mince affaire. Et donc, en interdiction d'instruction en famille, ils savaient ce qui allait se passer, c'est-à-dire que la plupart allaient se rabattre sur l'école publique ou sous contrat. Parce que c'est très compliqué de créer une école pour 2 enfants, pour 3 enfants, pour 4 enfants. Et donc là, vous avez aussi la marque du fait que beaucoup de gens, avec le Covid, ont expérimenté le fait de s'installer dans leur maison de campagne ou à la campagne et qu'ils n'ont plus l'intention de revenir dans les villes. Et donc, avec le télétravail et tout ça, il y a une explosion des écoles. Et créer son école, donc notre association, accompagne les porteurs de projets d'ouverture de toutes petites écoles, et notamment accompagne les maires de ces toutes petites bourgades qui disent « c'est pas compliqué, si j'arrive pas à ouvrir mon école ou à rouvrir mon école, en fait, mon village est mort. » Et nous sommes capables d'ouvrir une école pour 20 000 €. Nous sommes capables d'ouvrir une école qui fonctionne sur une logique associative en étant inventif au niveau pédagogique, là où l'État ne peut plus maintenir une école pour un si petit nombre d'élèves. Donc là aussi, c'est une forme d'avenir dans ce secteur, même si ce n'est pas un avenir rentable pour des investisseurs potentiels. Ensuite, intéressant de voir qu'il y a 67% d'écoles associatives. Donc en France, l'école, ça reste une réalité qui est une réalité non lucrative, une réalité associée à l'idée de service public, d'intérêt général. Néanmoins, on a une montée progressive des sociétés, pas toujours dans une perspective lucrative, mais d'abord pour des questions de gouvernance. Parce que l'association doit fonctionner sur un certain nombre de règles démocratiques qui rend les révolutions de palais assez fréquentes. Et les créateurs d'écoles n'ont pas forcément envie de gérer ça, ils ont envie de se concentrer sur leur école. Donc on a une forte demande de nouvelles formes que peuvent apporter l'économie sociale et solidaire, mais force est de constater qu'aujourd'hui, la plupart de ces formes, les SKIC, etc., ne sont pas vraiment à maturité. Et donc on a une situation où les gens voudraient trouver une sorte d'hybride entre du lucratif et du non lucratif, pour être quand même le côté à impact ou à engagement ou à mission soit reconnu, mais quand même que c'est la solidité d'une gestion d'entreprise. Pour l'instant, ce n'est pas à maturité. Contrairement à d'autres secteurs où ça roule déjà très bien. Alors, je ne commenterai pas la liste des écoles. On a pour habitude de vous donner la liste nominative de nos écoles. Enfin, de nos écoles, attention, ça n'a rien de nos écoles, les écoles que nous avons répertoriées. Vous trouvez donc le nom,
le statut, la ville, la pédagogie, la spécificité, la langue, la confession, l'implantation, et puis si c'est une extension ou une création pure et simple. Mais désormais, nous avons un annuaire en ligne avec tout ça, et vous pouvez faire des requêtes par filtre. C'est-à-dire, vous pouvez dire, je veux voir toutes les écoles rurales, ou bien je veux voir toutes les écoles Montessori, ou je veux voir toutes les écoles musulmanes, et donc vous pouvez faire votre requête et trouver ça, de la même manière que vous pouvez trouver aussi toutes les écoles récentes. Alors, chaque année, les journalistes me disent, mais enfin, il y a combien d'écoles qui ferment? Alors, réponse, on ne sait pas. C'est pas très sympathique, mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune obligation de communiquer sur les écoles qui ferment, pour quelque raison que ce soit, ce qui fait que c'est difficile de le savoir. Mais on a noté qu'il y a plus de fermetures cette année, et notamment, il y a des faillites de lycées. Il y a des fermetures d'établissements musulmans, plus que d'habitude, et il y a des faillites de lycées, plus que d'habitude. Et après, il y a le lot commun, des gens qui partent à la retraite, des réalités comme ça. On essaie de tenir une liste, mais bon, ça demeure très difficile. Dans les défis de cette année, on a clairement un problème avec le bac dit Blanquer. Ce problème, c'est que avec le nouveau bac, vous savez, qui réserve une part importante au contrôle continu, eh bien, les élèves qui sont soit scolarisés à domicile, soit scolarisés dans des écoles indépendantes, n'ont pas le droit d'avoir des notes acquises au contrôle continu. Pour des raisons très contestables, mais enfin qui sont en tout cas durables d'un point de vue légal. Donc, ça veut dire qu'ils doivent passer tout leur bac au contrôle final. La réalité, c'est qu'ils passent le bac au prix de 13 à 14 épreuves finales. Alors, on se dit pourquoi pas? Après tout, on le faisait bien nous aussi à notre époque. Eh bien, peut-être, mais les autres, ils en passent 4. Donc, vous avez deux types de familles. Vous avez des familles qui ont des enfants qui sont très compétitifs, très scolaires, et qui se disent, bah, tant mieux, au moins il bossera jusqu'à la fin de l'année, alors que dans les établissements ordinaires, à partir de mars, il n'y a plus personne qui bosse. Et puis, ça lui donnera une bonne base, et c'est toujours ça pour la suite. Sauf qu'on est dans une situation qui est compliquée, parce que les élèves n'ont pas toujours envie de passer 14 épreuves. La deuxième chose, c'est que comme il y a de moins en moins de recrutements qui se font sur des concours, le niveau que vous avez en tant que tel est moins intéressant que le dossier que vous avez. Et ce qui va compter beaucoup, c'est quand même d'où vous venez, de quel établissement vous venez. Donc en fait, le niveau réel de l'enfant devient moins intéressant. Et c'est un signal global dans le système qui est désastreux. C'est-à-dire que votre enfant ait un vrai niveau, dans sa vie, bien sûr, ça va être important, mais pour l'admission en France ou à l'étranger de court terme, ça aura très peu d'impact. Et ça, c'est terrible. Bon, enfin, on en reparlera plus précisément à travers des exemples concrets, notamment celui que Bertrand va nous présenter. Donc ce bac Blanquer, non seulement il traite différemment les enfants, et il me semble que c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que le bac n'appartient pas à l'éducation nationale. Le bac, c'est le premier grade du supérieur. Le bac, c'est un diplôme national qui est le premier grade du supérieur. Il a toujours été entendu que n'importe qui, dans le cadre d'une reconversion, d'un nouveau départ, pouvait s'inscrire et passer son bac. Et chaque année, il y a des gens, et parfois de vieilles personnes, qui viennent passer leur baccalauréat. C'est une institution sacrée en France. Eh bien, cette institution sacrée, on l'a transformée en certificat de fin d'études de l'éducation nationale. Et ça, c'est un dévoiement d'une institution qui est quand même problématique. Mais la deuxième partie du problème, c'est dans la mise en application qu'a eu ce bac. Ce qui s'est passé, c'est que le bac a été organisé de manière déplorable d'un point de vue logistique, en particulier à Paris. Et les enfants ont été envoyés notamment à Villepinte. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être envoyé à Villepinte alors que vous pouvez venir du 78 par exemple? Ça veut dire qu'il faut vous lever 3 heures avant. Il faut vous lever à 4-5 heures du matin. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont dû louer des hôtels sur place. Il fallait venir plein de fois pour passer les épreuves, traverser tout. On avait les convocations au dernier moment, parfois avec des horaires à 2 endroits de Paris différents, etc. Et le chaos est allé jusqu'à des situations invraisemblables où il n'y avait pas d'examinateur, où il y avait plusieurs heures de retard, ou bien parfois les centres d'examen n'étaient pas indiqués. Alors, je vous montre une affaire. Pourquoi? Par exemple, à Villepinte, eh bien, ils ont été convoqués à un endroit, les grilles étaient fermées, personne n'était là pour les accueillir, ils ont dû rentrer par un trou grillagé.
en passant par un hôtel Ibis qui était à côté pour aller composer le baccalauréat. Alors, face à un tel scandale, les parents sont remontés. On est en train de réfléchir à des actions rapidement pour que ça ne se reproduise plus. Bon, les enfants, le bac, c'est réglé, mais c'est l'avenir. Et pourquoi on est particulièrement remonté? C'est parce qu'en fait, on est allé voir le tout nouveau ministre, ou plutôt son cabinet. On lui a parlé du problème. Il a dit, on n'en a pas parlé, les rectorats nous ont rien remonté. On a dit très bien, on va faire une enquête. Dans une semaine, on vous envoie un certain nombre de cas concrets avec le nom, le prénom, le lieu, le dysfonctionnement précis, etc. On leur envoie une semaine après 80 signalements précis. Et on reçoit en fin d'été, plutôt le 27 juillet, on reçoit une lettre en disant « Nous avons vérifié, il ne s'est rien passé, il n'y a aucun problème ». Donc en fait, c'est comparable, excusez-moi pour le caractère fou de la comparaison, mais c'est comparable à quelqu'un qui se fait violer, qui va au commissariat, il raconte ce qui s'est passé, et puis celui qui prend la plainte dit bah, « Vous savez, ma bonne dame, en fait, vous n'êtes pas fait violer. Vous pouvez repartir, non, il n'y a rien à signaler. » Donc là, les gens, il faut bien voir que il y a plein d'enfants qui avaient des handicaps, qui sont dans leur contrat à cause du handicap. Ils sont arrivés, rien n'était préparé pour eux. Le sujet n'était pas à la bonne taille, ils n'avaient pas les polices pour dyslexiques, ils n'avaient pas le A4, ils n'avaient pas le tiers-temps, ils n'avaient rien. Et ça a été massif. Tous ces gens-là vont porter plainte. Ils n'ont pas été pris avec le minimum de respect qui était dû. Vous avez énormément d'endroits où le temps de préparation n'a pas été fait. Vous avez énormément d'endroits où les professeurs n'étaient pas au courant de la manière dont se déroulait une épreuve. Vous avez des endroits où il y a des dénigrements ouverts qui ont été faits contre le hors-contrat, à l'encontre des établissements d'origine, etc., etc. Donc en fait, on a un État qui non seulement organise un bac à part pour une catégorie d'élèves, mais qui en plus accepte qu'il soit stigmatisé, méprisé, humilié. Et je ne sais pas si c'est une manière de favoriser l'émergence de citoyens particulièrement enthousiastes des institutions républicaines, mais je pense que l'effet est contraire. Lorsque vous êtes jeune et que vous êtes maltraité parce que vous venez d'un établissement indépendant, je pense que ça vous rend extrêmement perplexe sur l'état des institutions, et ça ne me paraît pas une bonne chose pour notre pays.